communication série asynchrone et on va discuter du UseArt du ATmega 32U4. Le plan de la présentation, on va débuter par discuter de la problématique du lien parallèle. On va voir la solution série. On va discuter des liaisons série communes. Je vais vous présenter ensuite le UART. On va ensuite se diriger vers le UseArt du ATmega 32U4. Donc, on va voir la subtilité entre les deux. Et on va terminer avec une activité de groupe que je vais quand même faire seul et dans laquelle on va faire une démonstration aussi. Alors, la problématique de la communication parallèle. Si on prend un exemple qu'on connaît bien, notre microcontrôleur qui essaie de communiquer avec un écran LCD. Puis dans le premier exemple, je l'ai mis directement en 8 bits. Donc, on a les 8 bits de données qui sont reliés avec les deux signaux de contrôle. J'ai quand même pas utilisé le signal d'écriture et lecture. On le garde dans un mode où on fait juste envoyer des caractères vers l'écran. Donc, on reconnaît les signaux là, RS, E et les données. Dans ce cas-ci, on a 10 entrées-sorties du microcontrôleur qui sont requises. Puis la transmission d'un octet va prendre le temps d'une impulsion sur le E. Donc, la validation d'une seule donnée pour la transmission. Donc, si on prend la transmission, ici, à partir du microcontrôleur, on envoie notre configuration. Ici, je pense qu'on veut écrire un caractère parce qu'on a le 1 sur RS. On a une impulsion qui va être propagée sur le E. Et ça, c'est les données qui sont appliquées. Donc, ces données-là sont envoyées. Éventuellement, on a un B qui apparaît sur notre écran. Donc, le temps de transmission, c'est le temps d'une validation. Naturellement, on se rappelle, il y avait un temps de traitement de 40 microsecondes environ par caractère. Mais au niveau de la communication, là, on a envoyé une fois une donnée qu'on a validée. Donc, il y a une seule transition sur le E qui est nécessaire pour l'ensemble des données. Nous, on se souvient qu'on trouvait que c'était beaucoup trop d'entrées-sorties. 8, on avait coupé ça, on prenait ça par bloc de 4, car le contrôleur qui est utilisé sur le LCD nous permet de lui parler en bloc de 4 bits. Donc, on est capable d'envoyer notre octet en 2 segments. Dans cette configuration-là, on tombe avec seulement 4 bits de données, mais on conserve naturellement nos 2 signaux de contrôle. Ça veut dire qu'on demeure quand même avec 6 entrées-sorties exigées. L'avantage qu'on a, premièrement, on vient de gagner 4 entrées-sorties sur notre microcontrôleur. Le désavantage, au niveau de la communication, de la transmission des données, on est 2 fois moins rapide parce qu'il faut envoyer notre information en 2 blocs, comme on vient de voir en ce moment. Naturellement, là, dans le cas de notre afficheur, il faudrait évaluer parce que la vitesse de transmission versus la vitesse de traitement, donc les temps de validation des données étaient quand même assez rapides, donc tu es capable de communiquer quand même assez rapidement avec lui. Il y avait peut-être juste l'impulsion sur le E qu'il fallait s'assurer de maintenir un état quand même assez longtemps. Mais en général, on était presque au maximum de notre microcontrôleur. Cependant, il y avait le temps de traitement à l'intérieur du LCD lui-même qui faisait qu'on perdait du temps. Mais on s'entend, c'est juste pour l'idée. Au niveau de la transmission, on est 2 fois plus lent parce que maintenant, je dois faire 2 fois la transmission, donc 2 fois faire la mécanique sur le E. Si on s'imagine qu'on pousse un petit peu plus loin puis qu'on dit OK, moi, je pourrais faire un contrôleur qui va recevoir complètement les données sur un seul fil de données et un signal d'horloge pour synchroniser le tout. Donc, par exemple, le clock, ça serait notre équivalent du E si on veut. Et les données, autant le RS de contrôle que les données, je pourrais les transmettre au niveau du signal data. Donc le RS et les 8 bits, je pourrais les transférer de cette façon-là. Mon gros avantage, on gagne beaucoup d'entrées-sorties. C'est évident, on le voit tout de suite en regardant ça. 8 entrées-sorties sont gagnées avec cette approche-là, mais on est 9 fois moins rapide parce que on a RS plus les 8 bits à transmettre en série. Donc, si on considère que la vitesse de transmission est tout le temps la même qu'on était capable d'aller précédemment, ça va nous prendre 9 fois plus de temps à transmettre que le premier cas où on était capable de tout transmettre d'un seul coup en parallèle. Donc ici, on peut regarder, on envoie RS, ensuite les données D7, D6, D5. Bon, je vais prendre un café, c'est long. Les deux, toujours pas terminé. Et finalement, des zéros. Donc là, on devrait être d'accord pour envoyer la donnée. C'était quand même plus long. Okay? Donc, c'est ça l'idée. En série, ça va être souvent ça, l'espèce de perte qu'on va avoir, ça va être au niveau des performances.
la majorité du temps, les approches parallèles, c'est celles qui sont rapides. Puis on va voir, là, quand on va avoir des mémoires externes, des trucs comme ça, ben, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a autant de connexions, hein. On va parler de façon parallèle avec nos données. Fait qu'imaginez, là, si j'ai 32 bits de largeur de bus, là, j'ai 32 bits qui se promènent, donc 32 connexions qui partent vers ma mémoire. Mais naturellement, imaginez comment ça serait long, donc 32 fois moins rapide si jamais je devais y aller un bit à la fois pour la même donnée. Donc, naturellement, on augmente de beaucoup la communication avec nos mémoires, par exemple, vers l'extérieur. Imaginez aussi des circuits qui nous permettent de générer des signaux vers la sortie ou de recevoir des signaux par rapport d'analogique, par exemple, à numérique. Mais souvent, l'interface avec le microcontrôleur ou le FPGA va être faite de façon parallèle pour gagner du temps. Mais quand on veut gagner des broches, c'est la façon série qui va être privilégiée. Par rapport aux liaisons série communes, donc celles qu'on va voir, mais pas dans ce cours-ci. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au UART, donc la communication série. Mais il y en a d'autres qu'on va voir aussi éventuellement. Donc le SPI, pour Serial Peripheral Interface, donc SPI, c'est une méthode qui est vraiment intéressante, elle est très performante. Donc, dans ce cas-ci, on a les signaux MISO, MUSI, S-Clock et SS. Donc, MISO, au niveau du master, c'est Master in Slave Out. On peut voir la flèche va vers le master. Donc, les données arrivent du slave, du module externe, par exemple, vers le microcontrôleur. On pourrait imaginer ici. L'autre signal, c'est master out, slave in. Bon, ben ça, c'est les signaux qui s'en vont du microcontrôleur. Imaginons que c'est notre master vers le module externe. Finalement, l'horloge qui est fournie par le master et le signal de sélection, donc slave select, qui va aller sélectionner un slave. Donc, une des choses qui est très intéressante par rapport au SPI, c'est qu'on peut avoir plus qu'un module sur les mêmes signaux. Donc, ici, on a l'exemple, on a un deuxième module esclave qui s'ajoute et on voit qu'il est connecté sur l'ensemble des signaux sauf sur le slave select. Donc, chacun des slaves, chacun des modules externes au master va avoir son signal de sélection. C'est l'état de ce signal-là qui va dire à quel module est-ce qu'on parle. On pourrait même s'en servir pour envoyer vers tous les modules en même temps. Donc, imaginons là, que les modules, c'est des afficheurs, par exemple. On pourrait décider d'envoyer le même message sur tous nos afficheurs ou d'envoyer des informations différentes sur chacun des afficheurs. Vous savoir que SPI n'exige pas qu'on soit obligé d'avoir tous les signaux présents. Donc, dans certains cas, par exemple, le master va être juste en sortie. Donc, master out, slave in. Par exemple, quand on veut générer des signaux, il y a plusieurs circuits intégrés qui font juste le MUSI de présent dessus. Donc, eux retournent aucune information, par exemple, vers le master. Donc, ça pourrait être le cas, là, comme je viens de donner, là, pour un afficheur. L'afficheur, peut-être qu'il n'y aurait pas de pertinence à avoir un signal qui retourne vers l'ordinateur. Donc, on pourrait peut-être juste avoir un master out, slave in dans le cas des afficheurs. Mais en général, quand on va utiliser le SPI vers plusieurs modules, chacun va savoir son signal de sélection, puis on va en sélectionner un à la fois. Puis c'est, comme on disait, le slave select qui va décider auquel on est en train de parler. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la communication, elle est bidirectionnelle, donc qui est capable d'envoyer et recevoir en simultané. C'est très efficace, le SPI, c'est une des interfaces quand même assez rapides qu'on va utiliser. Une autre interface Siri, c'est le I2C pour Integrated Circuit. Dépendamment des compagnies, le I2C porte un autre nom, comme dans AVR, c'est TWI pour, je crois, c'est Two-Wire Interface. Donc, tout ça pour ne pas payer parce que c'est, je crois, Philips qui est l'originaire de I2C. Et si tu utilises le standard I2C, tu dois payer des droits, alors que tu peux inventer un standard qui ressemble énormément à I2C et ne pas être obligé de le payer. Donc, ce que je crois, la raison pour laquelle on voit apparaître toutes sortes de noms qui veulent dire la même chose, puis qui utilisent vraiment les mêmes éléments que le I2C. Mais bon, le I2C fondamental, comment il fonctionne? Il y a deux signaux, donc SDA, SCL. Donc, un clock et un data. Le clock est dirigé par le master. Le SDA, c'est les données. Et on peut voir, il est bidirectionnel.
Donc, dans ce cas-ci, ça va quand même ralentir un peu la vitesse des échanges, étant donné qu'on peut juste échanger dans une direction, puis en plus, il va falloir se donner le temps de changer de direction dans certaines communications, parce que les communications, des fois, dans une même communication, on change de direction pendant cette communication-là. Donc, il faut donner des petits temps là, pour faire les changements de direction. Ça va ralentir encore plus la vitesse qu'on peut obtenir. Mais le gros avantage, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est qu'en ce moment, on a seulement besoin de deux signaux pour communiquer. Donc, un clock, un data. Naturellement, ça suppose que ces signaux-là partagent, ça suppose que ces systèmes-là partagent la même masse. L'avantage par rapport, par exemple, au SPI, c'est quand j'ajoute un deuxième module pour le I2C, je n'ai pas de nouvelle broche qui est utilisée. Donc, on peut voir là, tantôt, j'avais trois broches qui étaient utilisées pour la communication, plus une broche de sélection du slave dans le cas du SPI. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que j'ajoute un module, j'ajoute une broche. Donc, dans le cas du I2C, je pourrais avoir 32 modules connectés, j'aurais encore que deux broches d'utiliser. Alors que dans le cas du SPI, ben, ça me prendrait 32 signaux de sélection plus les 3 de communication, ce qui veut dire 35. Donc, on n'est pas du tout dans le même type d'impact. Bon, au niveau des performances, on l'a déjà dit, I2C va être beaucoup plus lent du fait qu'il est bidirectionnel d'abord. Ensuite, mais aussi la façon dont il est fabriqué fait en sorte que, justement, pour éviter les conflits, il y a des vitesses d'échange qui sont plus limitées au niveau des horloges. Ça, c'est sans compter le fait qu'il faut supporter des vieilles technologies qui nous causent aussi des problèmes. Autant I2C que SPI, c'est pas vu dans le cours d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on s'intéresse, c'est le UART. Si on en vient au UART, donc lui, UART, c'est pour Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Des fois, on va le voir aussi avec un S parce qu'il est asynchrone, synchrone. Donc, dans ce cas-ci, là de base, le UART, c'est asynchrone seulement. Donc, lui, il fonctionne avec deux signaux qui sont intercroisés, donc RX et TX, et qui permettent de faire une communication point à point seulement. Donc, les deux précédents permettaient du multipoint, hein, donc on pouvait avoir un master avec plusieurs slaves dans les deux cas. Celui-là, dans cette configuration-là, nous permet d'avoir un seul destinataire, donc c'est vraiment point à point. Okay? On pourrait naturellement rajouter ce qu'on appelle un sniffer, là, un module qui écouterait là, la communication, si on peut le faire, mais au niveau d'intervention, on ne peut pas ajouter un autre module. Il y aurait des conflits au niveau des transmissions. Là, à un moment donné, il y aurait de la contention qui se ferait. Heureusement, il existe une variation au niveau du UART. On est capable d'interfacer notre UART à travers des chips qui vont nous permettre de passer du point à point à du multipoint. Donc ici, on a un exemple de connexion avec du RS485. Donc, on va avoir notre RXTX, puis on va ajouter un signal qui va décider dans quelle direction est-ce qu'on transmet ou on reçoit. Donc là, ici, on perd notre bidirectionnel parce qu'ici, on voit, là, on peut parler en simultané sur deux seules broches, alors qu'ici, on s'ajoute un nouveau signal pour être capable de diriger la direction. Mais l'avantage qu'on a, c'est que maintenant, on va être en multipoint. Un autre avantage aussi qu'on verra quand on verra le RS485, c'est qu'on va tomber en différentiel au niveau des signaux qui sont transmis. Et puis ça, c'est très bien quand on veut passer, par exemple, dans des murs ou faire des longues distances. Donc, le UART, c'est quelque chose qui est pour des courtes distances, vraiment, là, dans la même espace, là, dans le bureau, par exemple. Ce n'est pas quelque chose qu'on va passer à travers des murs, par exemple. Le RS485, c'est quelque chose qu'on va voir, par exemple, dans la domotique, c'est utilisé. Puis, c'est multipoint. Donc, c'est intéressant pour ça. Le logiciel est un petit peu plus lourd dans le sens où il doit traiter la direction des données. Ça, le RS485, on va y revenir. Nous, aujourd'hui, on s'intéresse vraiment juste au point à point. Bon, pour vous donner une idée des vitesses typiques qu'on va rencontrer pour les différents types de communication série, au UART, on va voir des variations entre 120 Hz, puis là, bon, on s'entend, il n'y a pas beaucoup qui fonctionnent à cette vitesse aussi lente que ça, jusqu'à 230 kHz. Donc ça, c'est au niveau des horloges qu'on peut rencontrer. Dans certains cas, les échanges qui vont être faits peuvent monter dans les mégahertz. C'est le cas, entre autres, de celui qu'on va utiliser nous. Mais bon, au niveau standard, au-dessus de 230, c'est quand même 230 kHz, c'est pas mal le maximum habituellement. Pour les niveaux standards, mais il y a des vitesses qui sont capables, il y a des microcontrôleurs qui sont capables de dépasser ces vitesses-là.
Au niveau du SPI, on va rencontrer ça jusqu'à 25 MHz et parfois plus. Mais disons que ça, c'est les vitesses standards. Ce n'est pas surprenant. Là, dans ceux qu'on va utiliser, nous, vont aller jusqu'à 25 MHz. Et le I2C ou le TWI pour Two-Wire Interface, Twin Wire Interface, de 100 jusqu'à 400 kHz. Donc là, ici, on est un petit peu plus bas là, que le 25 MHz. Puis on se rappelle ici, là, même si on est juste à 230 kHz, mais on est quand même beaucoup plus haut parce qu'en réalité, ici, on est en bidirectionnel sans gestion des conflits de direction. Okay? Ici, dans le I2C, ben, naturellement, on est de multipoints, puis on va voir, quand on va le voir, il y a un protocole autour de ça, il y a beaucoup de surcharge au niveau de l'entête, puis pour être capable de savoir à qui on parle. Donc, au niveau du SPI, on avait une pin de sélection pour dire je parle à lui, je parle à lui. Tandis que dans le I2C, tout le monde est sur le même fil. Il faut avoir un mécanisme pour dire ben, à quel module est-ce que je parle. Et ça, c'est de l'adressage. Puis, bon, l'adressage, ça a une surcharge. Donc, au niveau des données transmises, ici, on est beaucoup plus bas que le 400 kHz. Donc, éventuellement, on transfère ça en kilobits par seconde, là, dépendamment des méthodes de codage. Maintenant, on va regarder c'est quoi les principales caractéristiques qui vont nous intéresser par rapport au UART. Ici, je vous ai illustré une trame. On va analyser ses composantes un à un. D'abord, on a le bit de départ qu'on peut reconnaître à cause de son niveau qui est toujours 0. Donc, au repos, le lien de communication est au niveau haut. Donc, lorsqu'il démarre sa communication, il va abaisser la ligne le temps d'un symbole. C'est ce qui va nous permettre de détecter le début de la communication, donc le start. Ensuite, on a les données qui vont varier de 5 à 9 bits. Ici, j'ai illustré le cas plus classique où on a 8 bits de données, donc un octet de transmis. On peut voir qu'il débute par le bit le moins significatif jusqu'au plus significatif. Ensuite, de façon optionnelle, on peut avoir un bit de parité, qu'il soit pair ou impair. Donc, dans ce cas-ci, on a une parité qui est indiquée comme étant pair. Donc, ce que ce bit-là va faire, on va voir tantôt, c'est qu'il vise à obtenir un nombre de bits pairs dans la trame de données. Donc, ici, par exemple, c'est pair et on a déjà deux impulsions. 2, c'est un nombre pair, donc le bit pair fait rien. Si on avait eu seulement que D1 d'activer, on aurait eu un seul bit d'activer, ce qui aurait fait en sorte que le bit de parité aurait comblé l'impair en mettant son bit à 1. Je répète, c'est optionnel, il est souvent pas utilisé. Finalement, on a le bit d'arrêt, qui est l'inverse du bit de départ, qui lui est un passage au niveau haut. Il est toujours à 1. C'est possible de le prolonger de 1.5 à 2 bits de durée. Donc ça, c'est une question de compatibilité avec des anciens systèmes. Autrefois, certains systèmes avaient besoin de cette pause-là offerte par le stop pour faire le traitement des données reçues. Maintenant, ça arrive à peu près jamais qu'on rencontre des systèmes qui ont besoin de 2 bits de stop, mais c'est encore supporté par les protocoles. La configuration commune, ça va être le 8N1. Donc ici, on avait le 8E1 pour 8 bits de données, E pour dire que c'était even, donc la parité paire, et un stop bit. Quand on a 8N1, ben, c'est pour 8 bits de données, un stop bit et aucune parité. N pour no parity. Finalement, la vitesse de transmission. Donc ici, on exprime ça en baud. Donc les bauds, c'est le nombre de symboles par seconde. Donc il faut faire la différence avec les bits par seconde qui normalement vont mesurer les données transmises pendant une seconde. Donc je m'explique. Si on prend la trame qui est ici, on a 8 bits de données qui sont transmis, mais pour transmettre ces 8 bits-là, on a dû ajouter un start, une parité, puis un stop. Donc, 3 bits supplémentaires. Ce qui fait que pour 8 bits de données, en réalité, on en transmet 11 en ce moment. Donc, dans ce cas-ci, c'est c'est des symboles. Donc, si on regarde au niveau des données transmises, imaginons que ça dure une seconde, cette séquence-là. On pourrait dire qu'on a 8 bits par seconde de données transmises et qu'on a une vitesse de transmission
équivalente à 11 bauds, donc pour 11 symboles transmis dans une seconde. Ici, je vous ai mis 3 configurations avec parité et sans parité. Donc, au début, celle qui est la plus commune, 8N1, aucune parité. On a au départ le start bit. Ici, on a les données qui sont transmises. Donc, des 0, des 1, des 2, des 3, des 4, des 5, des 6 et des 7. Donc, si on regarde l'information ici, on aurait 0x42 qui est transmis, qui correspond à notre B majuscule de tantôt. Ensuite, on a ici la parité paire, donc pour E pour even. Encore une fois, 8 données, parité even, puis un stop bit. Puis on voit qu'ici, ce qu'il fait, c'est qu'il ajoute un bit de parité ici. Mais lui, le bit de parité, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un état 1 ou 0, dépendamment si la parité est atteinte. Donc ici, j'ai 1, 2, donc j'ai une parité paire de nombre de bits qui sont à 1. Le bit de parité va rester à 0. Mais si j'avais eu C qui avait été transmis, dans ce cas-ci, ben, j'aurais eu ici le bit D0 qui aurait été également à 1. À ce moment-là, pour équilibrer, pour redevenir à une parité paire, le bit de parité paire aurait été de 1. Donc ici, mais naturellement, ici, c'était non nécessaire. Dans le cas de la parité impaire, où on voudrait avoir un nombre impair de bits à 1, la représentation, c'est 8 au 1 pour odd ici, pour impair. Ensuite, on regarde, on a 1 bit à 1, 2 bits à 1, donc c'est une configuration paire. On est encore avec notre B qu'on envoie, notre B majuscule. Alors, le bit P pour obtenir une configuration impaire va être à 1, donc comparativement à tantôt. Bon, ici, ça nous donnait le titre, donc on envoyait 0x42 qui est B majuscule les 3 fois. Si on s'intéresse maintenant au user du ATmega 32U4. Bon, comme c'est l'habitude, on regarde pour commencer le schéma bloc. Ça va déjà nous en apprendre beaucoup. Déjà, ce qu'on peut voir, on a une broche RX, une broche TX. Donc, tantôt, on se rappelle, c'est les deux seuls signaux qui sont impliqués. Mais on peut voir aussi qu'on peut avoir une horloge qui peut être fournie en entrée ou en sortie, qui s'en va au bloc de génération de l'horloge. Donc, ici, on a le bloc de transmission, le bloc de réception. Plus bas ici, ben, on a des registres de configuration. Donc, configuration, on va voir tantôt pour les registres A, B et C. Ça n'a pas rapport avec les ports A, B, C, c'est juste comme le premier, le deuxième et le troisième registre de configuration. On va regarder le premier ici, donc la transmission. On peut voir, on a un registre qui s'appelle UDR. Puis tout de suite, j'attire votre attention dans le receiver. On a un autre registre qui s'appelle UDR. Donc, c'est un petit peu agaçant. Dans cette architecture-là, le UDR porte le même nom. Donc, quand on va écrire dans ce registre-là, il va l'envoyer dans le registre UDR de transmission. Quand on va le lire, il va aller chercher les informations dans le registre UDR de réception. Et aussi, tout de suite, on peut voir une autre différence, c'est que le UDR de transmission, il y a un bloc, puis le UDR de réception, il y a deux blocs. Bon, ça, c'est leur façon de nous illustrer qu'en réception, il y a un registre double, ce qui est très pratique. Donc, ce qui veut dire qu'on va pouvoir lire une donnée reçue pendant qu'il y en a une autre qui est en train d'être reçue. Donc, on va toujours être capable d'en recevoir une pendant qu'on va la lire, celle qu'on a reçue précédemment. Donc, on revient à ça. Donc, on a un registre ici de données qui va nous servir à transmettre et qui va être envoyé tranquillement dans un shift register. Donc, on se souvient, là, on prend la donnée de 8 bits, puis il faut sortir les bits un par un. Ben, c'est ce qu'on fait pour réussir cette mécanique-là. Habituellement, on prend un shift register, donc un registre à décalage. On rentre la donnée dedans, puis lui, à chaque fois qu'il est cloqué, ben, il sort un des bits dans l'ordre qu'il les a reçus. Ici, on a notre générateur de parité qui va analyser au fond la donnée qui est transmise pour s'assurer à la fin d'établir la valeur pour la parité. Puis finalement, tout ça est multiplexé vers la pin de contrôle, vers la transmission, et on a un contrôleur de transmission lui, qui va gérer là, justement est-ce que je suis rendu à écrire le bit de parité ou j'écris des données qui arrivent dans le registre de transmission. C'est relativement simple là, comme architecture. Là. On met des 8 bits, puis lui, il les envoie dehors.
au début, on a juste à configurer la vitesse, puis la configuration, est-ce qu'on a besoin d'un stop, de stop, ces choses-là. Au niveau de la réception, donc lui, il reçoit les données. Les données sont envoyées à différents modules. Donc, premièrement, on a un Priority Checker qui va détecter les erreurs au niveau de la réception. Donc, encore une fois, la plupart du temps, ce n'est pas utilisé. Mais bon, si on l'utilise, c'est un mécanisme qui existe, puis il va lui-même nous dire s'il y a une erreur qui est survenue. Bon, récupération des données qui vont être transmises vers un Receiver Shift Register. Donc, lui, c'est l'effet contraire. Donc, lui, on rentre les bits un après l'autre. Quand il y en a 8, il va pouvoir les envoyer vers UDR. Puis, on a aussi un mécanisme d'analyse des variations pour nous permettre de retrouver l'horloge, qui, lui, va nous servir là, à shifter à l'entrée, qui est un mécanisme aussi qui vient, dépendamment du baud rate en haut. En haut, ben justement, on a notre générateur d'horloge parce que tout ça fonctionne de façon asynchrone. Donc, on a vu, on a une pin TX, une pin RX, mais on n'a pas d'horloge qui est échangée entre les deux. Il y a des tables qui sont fournies, il y a aussi une façon de calculer, on va voir tout ça. Donc, ça, c'est l'architecture en gros. Donc, déjà, juste ici, on peut voir, c'est quand même assez simple. On n'aura pas tant de difficultés que ça. Il n'y a pas beaucoup de configurations à faire, pas tant d'options non plus. Puis surtout qu'on utilise ça pas mal tout le temps dans la même configuration. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour des registres un par un avant de commencer un premier exemple. Bon, premièrement, le registre UDR. Donc, ici, il y a un numéro 1 qui est associé avec. Tout dépendamment, si vous avez un ou plusieurs UART à l'intérieur de votre microcontrôleur, ben, ils vont être numérotés. Donc, dans notre cas, nous, on n'a seulement qu'un, mais il commence à 1, son numéro, il ne commence pas à 0. Donc, le UART 1, dans notre cas, son UDR 1, c'est le User Data Register et c'est le même qui est utilisé pour RX et TX. Naturellement, c'est au niveau juste de la logique et de son nom qui est utilisé parce que lui détecte est-ce qu'on fait des écritures ou des lectures. Si on fait des écritures, ben, c'est le UDR de transmission. Si c'est des lectures qu'on fait, mais c'est le UDR de réception qui est utilisé. Donc, l'écriture dans le registre va déclencher une transmission, puis la lecture du registre récupère le dernier octet reçu. Au niveau de la réception, on fait un petit rappel, c'est un registre qui est double, donc on va pouvoir recevoir un octet pendant qu'on va traiter celui qu'on est en train de traiter. Au niveau des registres de contrôle, donc c'est User Control and Status Register, donc UCS, donc User Control and Status Register 1. Puis après ça, on a A, B, C et D. Donc il y a 4 registres de configuration de contrôle et de statut. On va voir que certains, on ne les utilisera juste pas là, la plupart du temps. Ils vont nous permettre de configurer le USART et aussi de voir son état. Le registre UBRR pour USART Baud Rate Register, c'est un 16 bits. On peut l'accéder avec un seul nom ou on peut l'accéder de façon séparée avec high et low. Donc, ça, on commence par le UCSR1A, donc le premier registre de contrôle et statut. Les 3 premiers bits qui sont ici en haut, donc RXC pour donc le bit 7, c'est le USART Receive Complete. Donc, c'est un bit qui va nous indiquer est-ce qu'il y a une donnée qui a été reçue puis qui est disponible. Même principe avec le TXC, donc qui est un USART Transmit Complete, donc un bit qui va nous indiquer que la transmission elle a été complétée. Puis finalement, on a le bit UDRE pour User Data Register Empty, qui lui va devenir activé quand au niveau de la transmission, encore une fois, le registre a été vidé et il est prêt à recevoir une nouvelle donnée, par exemple. Donc normalement, ce bit-là est à 1 au démarrage, c'est juste un read en passant. Et comme on peut voir ici, parce que naturellement, au départ, il est supposé être empty. Donc, au départ, il devrait valoir 1. Pour les 3 autres bits, donc on a le frame error, c'est un bit de statut. C'est le genre d'erreur qui va nous arriver, par exemple, si on n'est pas à la même vitesse ou on n'est pas synchronisé, on a commencé à la réception en plein milieu, des choses comme ça.
Donc ça va nous indiquer que le frame entre le stop et le start, en tout cas, n'était pas bien placé, donc ça ne correspond pas. C'est habituellement un bon indicateur qu'on n'est pas au bon baud rate. Le bit Data Overrun va être activé lorsque, par exemple, en réception, on a reçu 2 octets. Donc, on se rappelle, en réception, c'est un buffer double. Et qu'on n'a pas encore vidé, donc ils sont pleins là, au niveau de la réception, nos 2 octets sont présents. Et qu'en plus, dans le Shift Register, il a reçu 8 bits, puis il n'est pas capable de le transférer parce que, par exemple, on n'est pas allé lire les derniers octets. Donc ça va nous indiquer, là, par exemple, qu'on ne vide pas suffisamment rapidement notre registre de réception. Et finalement, le bit User Parity Error, on s'en doute, c'est un bit qui va être activé lorsqu'on va avoir une erreur de parité, donc lorsque la bit de parité ne correspond pas en fonction de notre configuration. Le bit 1 en mode asynchrone va nous permettre de doubler les vitesses de transmission. Bon, le problème par rapport à ça, puis il nous en parle ici, c'est que le problème avec cette approche-là, ça pourrait être, par exemple, de causer certaines erreurs parce que, imaginons, la configuration par défaut, c'est d'avoir, mettons, 16 échantillons par segment de bits. Donc, on va lire 16 fois, par exemple, pour la durée d'un bit. Mais là, si on double la vitesse, ça veut dire qu'on va les lire seulement que 8 fois, ce qui pourrait faire en sorte qu'à des vitesses très hautes, on pourrait éventuellement décaler, se désynchroniser si on a beaucoup de données, des longues trames de données qui sont reçues. Éventuellement, on risquerait plus d'avoir des erreurs de communication avec ce genre de configuration-là. Le dernier bit, c'est un bit qui n'est pas vraiment en lien avec la communication UART qu'on veut présenter aujourd'hui. C'est une méthode de communication entre, par exemple, des processeurs AVR qui permet d'avoir plusieurs processeurs qui communiquent ensemble via ces pins-là. Donc, le Multi-Processor Communication Mode qui n'est pas couvert par le cours. Le registre B, c'est celui qui va activer les interruptions. Donc, on se rappelle, dans les timers, on avait un masque d'interruption. C'est un peu notre registre de masque d'interruption pour la communication série. Première interruption qu'on peut avoir, c'est RX Complete Interrupt Enable. Donc, ici, c'est le bit 7. On peut avoir une interruption sur le TX Complete Interrupt, puis le Data Register Empty Interrupt également. Ces interruptions-là sont liées avec les bits d'état qui étaient dans le registre A. Les 3 autres bits, donc ici on a RX Enable, TX Enable. En partant, on peut facilement figurer que c'est le Receiver Enable puis le Transmitter Enable. Donc si on met ces bits-là à 1, on va activer les modes. Donc on peut être seulement qu'en transmission ou en réception, si on n'est pas obligé d'être en bidirectionnel, dépendamment de ce qu'on a besoin de faire. Donc si on veut juste transmettre ou juste recevoir, par exemple. Le bit 2, lui, c'est Character Size N, donc il va être combiné avec les bits d'un autre du registre C pour établir le nombre de bits qui sont transmis. Donc on va voir les combinaisons possibles probablement dans les slides, dans les diapositives qui s'en viennent. Bon, on a évoqué le fait que les données pourraient être 9 bits. Bon, naturellement, UDR est 8 bits. Où s'en va le 9e bit? D'où il arrive le 9e bit? Eh bien, il arrive d'ici, du registre de contrôle et statut B, qui nous permet de récupérer ici en read là, un bit supplémentaire pour avoir des données en 9 bits et en transmission le read-write, le bit qui est ici. Donc, si jamais un jour vous faites une communication en 9 bits, c'est par ces 2 bits-là que vous allez devoir passer. Bon, notre unité s'appelle UseArt, donc on sait qu'on est synchrone, asynchrone comme mode de disponible. Donc, les 2 premiers bits ici du registre C permettent de choisir quel mode on utilise. En 00, on est en mode asynchrone. En 01, on est en mode synchrone, donc il va utiliser une horloge. Le mode 1.0 est réservé, puis on a un mode 1.1 qui est disponible pour faire du master SPI. On verra ça quand on sera rendu au SPI. Pour l'instant, nous, on va principalement utiliser le mode 0.0. On aime ça, c'est la valeur par défaut, on ne fait rien. Le mode de parité, donc par défaut, c'est pas activé. C'est la configuration la plus commune, on se rappelle. Donc encore une fois, on ne fait rien. C'est le mode qu'on va le plus souvent utiliser. Sinon, si on met 1,0, ça va être la parité paire et 1,1, ça va être la parité impaire. Donc, ça se pourrait éventuellement qu'on
utilise ces modes-là, mais juste pour faire des exercices, en général, on va utiliser le mode sans parité. Le stop bit, encore une fois, le mode par défaut, c'est un stop bit et il supporte aussi deux stop bits. Dans ce cas-ci, il faudrait mettre le bit 3 ici du registre C à 1, ce qui permettrait de tomber à deux stop bits. Bon, pour l'instant, on laisse tout ça à 0. Finalement, les bits 1 et 2 servent à décider c'est quoi le nombre de bits de ce qui est transmis. On se souvient, on peut aller de 5 bits jusqu'à 9 bits. Et on avait un bit là, qui était dans le registre bit tantôt. Là. Bien, on en vient justement à ce bit-là. Bon, la configuration la plus classique, c'est, on se rappelle, le 8 bits. Donc, où ces deux bits-là valent 1, 1. Puis si on regarde bien, là, ici, la valeur par défaut, la valeur initiale, si on ne fait rien, c'est 1, 1. Donc finalement, ce registre-là, on n'y touche pas. On est déjà en 8N1. Bon, si on voulait changer le nombre de bits, il faudrait naturellement regarder quelle configuration on a besoin. Honnêtement, dans l'ensemble des exercices qu'on va faire, on va demeurer en 8 bits. Finalement, il y a la polarité. Si jamais on était en mode synchrone, en mode asynchrone, ce bit-là n'a aucun effet. Mais si on voulait changer le mode, est-ce qu'on est en falling ou rising pour la validation, la transmission des données, nous, on ne fait pas le mode asynchrone dans ce cours-ci. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va s'intéresser. Mais si un jour vous voulez l'utiliser en mode synchrone, le module UseArt, ben, vous savez que vous avez aussi ce bit-là à aller configurer. Au niveau du registre, registre D, donc les UseArt Control and Status Register D, ben lui, on ne l'utilisera pas, mais sachez que dans certains cas, il y a des radios, surtout des radios en fait, pour lesquels on va avoir des signaux de synchronisation supplémentaires, donc qui gèrent la vitesse, qui vont permettre de gérer, par exemple, la vitesse de transmission, dans le sens où on n'enverra pas des données si le récepteur n'est pas prêt à recevoir, et vice-versa. Donc, on a des signaux qui s'appellent ready to send, puis clear to send. Donc, ces bits-là. Donc, ces bits-là vont permettre d'utiliser ces signaux de synchronisation-là. Si jamais on en a besoin, à certains moments, par exemple, on pourrait voir, là, il y a certains radios de télécommunications Siri qui vont ajouter ces bits-là pour s'assurer qu'il n'y a pas de débordements là, pendant qu'il est en train de transmettre et puis capable de recevoir. Donc, ou si jamais il y a des FIFO, on va voir les FIFO éventuellement. Donc, c'est des files d'attente, si on veut, là, c'est des mémoires tampons dans lesquelles on va emmagasiner les données avant de les transmettre. Mais à un moment donné, si on continue à transmettre plus rapidement que ce qu'on est capable de recevoir, bien, éventuellement, il va y avoir un bouchon qui se crée, là, puis même si on a une bonne mémoire, éventuellement, on va la déborder, cette mémoire-là. Ça, c'est des signaux qui permettraient de dire wow, wow, calme-toi, je suis capable d'en prendre. Donc, ben, dans notre cas, nous, on ne les utilisera pas, mais sont configurables à partir de ce registre-là. Le registre pour le calcul du baud rate, donc lui, c'est un calcul qui est effectué sur 12 bits. Ben, on a un registre de 16 bits pour le contenir. On peut faire l'accès directement par UBRR1 ou on peut faire un accès haut et bas du 16 bits en deux accès séparés. Pour la génération de l'horloge, dépendamment de la valeur qu'on a rentrée dans notre registre UBRR, donc on va avoir un prescaling qui va être établi par rapport à notre fréquence de base. La sortie de ça, ce qu'on va obtenir, c'est la fréquence de l'oscillation divisée par le baud rate plus 1. Bon, naturellement, ça prévient le cause qu'on mettra un 0 ici. Là. Si on met 0 à l'intérieur de tout ça, on va voir à la sortie la fréquence de notre horloge de base qui va être éventuellement divisé par 2, divisé par 4, divisé par 2. Puis on a différents segments qui sont sortis à l'extérieur de ça. Donc ici, on a le divisé par 2 qui va rentrer ici. Sinon, si jamais on active le bit pour être 2 fois plus rapide, ici, on a notre sélection qui va permettre de sortir ici. Qui va être utilisée, par exemple, pour la transmission, au niveau de la transmission. Sinon, on a les horloges qui permettent ici, bon, on peut voir éventuellement d'arriver à notre réception. Donc, c'est l'horloge de réception là, qui permet d'obtenir différentes, dépendamment de la configuration. Puis ici, on peut voir ici justement la sélection du mode qu'on va obtenir. Le type d'échantillonnage qu'on va faire justement sur notre pin de réception. Bon, la section qui est en bas ici, c'est quelque chose qu'on va voir plus tard. Encore une fois, la communication synchrone n'est pas au programme pour le moment.
Mais ici, c'est juste bon de voir un peu le bloc de sélection de l'horloge, puis les divisions qui sont faites. Puis ici, l'effet de notre bit qui double la vitesse. En fin de compte, fait juste choisir une vitesse qui n'est pas divisée par 2. Comme j'avais dit, par rapport au mode asynchrone, la façon de calculer, si on veut savoir notre baud rate, ben, c'est la fréquence de l'horloge divisée par 16, parce qu'on peut voir, là, il y avait deux cascades. Hein, éventuellement, là, divisé par 2, divisé par 4, divisé par 2. Donc, si on divise par 2, par 4, par 2, ben, c'est comme divisé par 16. Si on bypass le dernier divisé, ben, c'est comme si on divisait par 8. Donc, c'est de là que vient notre diviseur par 16 qui est ici, ou diviseur par 8 qui est ici, dépendamment si on est en mode double ou si on est dans le mode simple. Alors, puis le reste du calcul, ça fait notre fréquence d'oscillateur divisée par la configuration qu'on a mis dans le baud rate plus 1. Bon, normalement, c'est plus l'inverse. Hein? On veut calculer qu'est-ce qu'on doit mettre dans le baud rate pour obtenir une certaine fréquence. Donc ici, on pourrait savoir c'est quoi le baud rate qu'on doit mettre en fonction de la fréquence qu'on a à notre oscillateur, divisé par 16 fois le baud rate qu'on veut obtenir, moins 1. Donc ça, c'est le calcul à faire pour obtenir la valeur qu'on doit mettre à l'intérieur de notre baud rate generator. Si c'est une valeur statique, on peut se faire un define simplement qui va le calculer, puis on le met à l'intérieur. De toute façon, si on fait une division de façon statique, c'est tout précalculé, donc ça n'utilisera pas de division de façon dynamique. Si on veut être capable de changer de façon dynamique la vitesse de notre communicateur, ben là, il va falloir probablement faire une fonction qui va établir, par exemple, à l'aide de l'équation, la valeur qu'on doit rechercher. Ici, on peut faire un exemple. Donc, on voudrait calculer la valeur qu'on veut rentrer dans le registre pour obtenir 9600 bauds avec un oscillateur de 16 MHz. Ça ressemble énormément au cas qu'on a. Donc, à partir des informations qui sont là, faites pause, essayez de le calculer, puis je vous donne la réponse dès que vous arrêtez de faire pause. Allez calculer, là, c'est important parce qu'en disant un examen, ce n'est pas le temps de se pratiquer. C'est maintenant qu'il faut se pratiquer. On va faire semblant que vous avez vraiment fait pause et que vous l'avez calculé. Je vais vous donner la réponse. Alors, l'oscillateur, on a dit qu'il est à 16 MHz divisé par 16 fois 9600 moins 1, ce qui nous donne 103. On va arrondir au plus proche. Donc, 103,16, on va arrondir à 103. Donc, il y a tout le temps une petite imprécision, puis c'est pour ça que c'est important peut-être d'avoir les mécanismes de resynchronisation à l'intérieur de l'architecture. Nous, la seule chose qu'on a à faire, c'est de rentrer la valeur 103 à l'intérieur de notre registre UBRR1. Justement, venons-en à une activité. Donc, dans cette activité-là, moi, je mets au défi, à partir des informations que vous venez de voir, l'ensemble des registres, j'aimerais ça que vous essayez de faire une configuration. Donc, dans un premier temps, il va falloir faire les calculs, puis ensuite, essayez les registres. Puis, par après, moi, vous revenez dans la vidéo, vous faites play encore, et je vais vous donner la solution. Donc, je vais la faire, la solution. Mais ça serait quand même bien, à ce moment-ci, d'essayer par vous-même de le faire. Donc, allez dans la feuille de spécification, à partir des informations qui sont données dans le datasheet, d'essayer de vous faire un petit plan de match, là. Prenez un papier, essayez de voir c'est quoi les configurations que vous allez mettre dans les registres. On l'a vu, il n'y en a pas tant que ça. Puis ensuite, essayez d'envoyer simplement une donnée à cette vitesse-là sur le port série et essayez de le récupérer. Donc, par rapport à ça, ben, pour la connectivité de votre système, je vais vous montrer tout de suite comment vous connecter si vous voulez vous tester par vous-même avant que je vous donne la solution. Donc, au niveau du montage, moi, j'ai installé le câble de communication série. Donc, vous pouvez voir ici. Donc, le vert, c'est le TX qui nous parvient de l'ordinateur. Le blanc, c'est son RX. Donc, naturellement, on doit inverser. Si on regarde sur le montage, nous, ici, on a le TX qui est la pin 3, c'est le TX au niveau de notre Arduino. Donc, je l'ai connecté au blanc qui est ici sur mon câble série. Puis au niveau du TX de l'ordinateur, je l'ai envoyé dans le RX de l'Arduino. Donc, si jamais vous êtes incertain, encore une fois, ben, vous pouvez vous référer au site. Donc, on s'était procuré ce câble-là sur ce site-ci. Puis on peut voir les informations sont indiquées à même l'image. Donc, le 5 volts, c'est notre rouge, le noir, le ground, le vert, le TX. Donc, c'est vraiment au niveau de la vue du câble, donc ce qui nous arrive de l'ordinateur, le TX de l'ordinateur.
et le RX, c'est la réception de l'ordinateur. Donc, ça me donne les directions par rapport à ce câble-là. Je peux aussi obtenir ici le pilote pour Windows si jamais vous n'avez pas le pilote pour le CH340. Au niveau de notre plaquette Arduino, naturellement, il fallait faire le lien entre les deux, dépendamment de comment vous avez documenté. Donc, moi, j'avais marqué TX et RX. Donc, la première, PD3, c'est mon TX au niveau du UART, puis PD2, qui est la quatrième broche, c'est le RX. Donc, ce qui correspond à ce que j'avais dit tantôt. Donc, le TX, qui est la troisième broche par rapport à l'Arduino, qui s'en va dans le RX, donc le blanc de mon câble, le vert sur donc le TX de l'ordinateur sur le RX du Arduino. Important de les croiser, c'est une erreur classique des pertes de temps à pu finir à oublier de croiser correctement ces deux signaux-là. Donc maintenant, essayez de faire l'activité par vous-même, puis si vous êtes complètement perdu, faites juste play pour continuer. Sinon, je vous invite vraiment à essayer de le faire avec vos propres moyens. De toute façon, la solution s'en vient. Ça ne coûte rien de s'essayer soi-même. Il va falloir activer la réception puis la transmission. Donc, première chose qu'on va faire, c'est calculer. Donc, on veut l'emmener à 250 kB. Si on regarde au niveau du calcul, la fréquence 16 millions divisé par 16 fois 250 000 moins 1, ça nous donne un beau 3 bien précis. Si on regarde la fonction init du user qu'on devrait créer, donc première chose, au niveau du A, c'est plus des bits de statut, donc on n'a pas vraiment de configuration à établir. Au niveau du C, ben, on n'est pas obligé. Ici, je l'ai mis, mais ce n'est pas obligatoire, cette ligne-là. On pourrait même l'omettre, hein, parce qu'on est déjà par défaut en 8 bits. Vous pourrez l'essayer d'ailleurs de l'omettre, cette ligne-là, la mettre en commentaire. Pour le baud rate generator, on vient de le calculer, on a mis 3. Puis dans le registre B, ben, j'ai simplement activé la réception et la transmission. Donc ça, c'est juste ça qu'on aura à faire pour faire la configuration pour activer, par exemple, notre UART en transmission et en réception. Donc c'est bien beau tout ça, mais on pourrait se faire une démonstration pour justement voir à quel point c'est facile de transmettre des données sur le UART. Puis pour ça, ben, je vais vous faire une petite démonstration. Alors, je me suis simplement créé un petit programme vide au départ, un projet qui d'ailleurs n'est même pas encore configuré pour les outils, pour le 32U4. Et je vais copier ici le petit code de configuration pour amener ça à une communication 250 kilobits par seconde. Donc, c'est bien beau faire l'init. Donc, on peut l'essayer ici, justement, l'init. Donc, dans une première approche, on va le faire sans interruption, naturellement. Ici, je vais lui spécifier un outil. Notre JTAG. Et maintenant, je vais transférer ça à l'intérieur. Donc, OK, c'est bien beau. On a transféré ça, mais j'envoie pas de données à personne en ce moment. Ça ne me sert pas à grand-chose. Ça ne me sert pas à grand-chose de faire ça. On n'envoie pas de données à personne. Donc, il faudrait l'utiliser aussi en transmission. Mais pour transmettre, qu'est-ce qu'on a dit tantôt que ça prenait? Bien, tout ce que ça prenait, c'était d'écrire dans UDR. Donc, l'écriture dans UDR nous permettait de déclencher une transmission. Bon, le problème avec la transmission, c'est naturellement, il faut trouver une façon de savoir qu'on a fini de transmettre un octet avant d'en remettre un autre. Donc là, on va retourner aux informations qui nous étaient données. Donc, dans ces situations-là, on retourne à la feuille de spécification. C'est la meilleure façon de faire. Ici, on regarde la section sur le UART. Puis on peut retourner à la section sur les registres pour se rappeler qu'est-ce qui faisait quoi. Donc ici, on a le registre UDR. C'est bon, celui-là, on est quand même assez figuré, j'imagine. Si on écrit dedans, on va envoyer une donnée. Un qui est intéressant à voir, c'est le registre de contrôle A. Donc pour ça, lui, ce qu'on peut faire, on peut s'emmener la ligne d'information, puis ça va nous permettre de documenter à même notre code. Je m'emmène ça ici. Donc, dans le registre de contrôle et statut A, on avait les bits RX complete, TX complete, puis UDR empty.
Donc, ce qu'on peut dire, ben, c'est quand est-ce que ton UDRE est empty. Si est empty, ben là, on peut rajouter une donnée. Au départ, on se souvient, il met ce bit-là à 1, donc on peut démarrer avec un test dessus. Donc, on peut faire une boucle d'attente qui va aller tester si UCRA, et là, on fait un masque sur le bit pour UDRE1. Oups, j'ai oublié de mettre le 1 ici. Donc, lui, on veut que le bit tombe à 1 pour sortir de ici là. Donc, on va faire une boucle d'attente tant qu'il est à 0. Donc, tant que ce bit-là n'est pas à 1, on attend. Donc, un point virgule au bout d'un while, ça fait une attente. Ensuite, une fois qu'on est rendu là, ben, on est capable de faire UDR1, puis d'aller écrire à l'intérieur. Ben là, on va juste envoyer des X vers la console. Puis quand on va ouvrir une console, on va voir quand on reçoit, si on reçoit des X partout dans l'écran, ça veut dire qu'on transmet à la bonne vitesse, puis que notre transmission fonctionne. Pas plus compliqué que ça, on a juste besoin de ça, en fait, pour faire la transmission. On a fait notre init, on le transmet. Non, on cherche ça à l'intérieur de notre programme. Ce qu'il nous faut du côté maintenant de l'ordinateur, c'est d'ouvrir une console. Il y a plein de choses qui existent. Vous pouvez utiliser Putty. Un truc qui peut être intéressant à utiliser, c'est RealTerm. Bon, on va voir éventuellement, il y a plein de fonctionnalités intéressantes dans RealTerm. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez chercher sur Google, vous allez trouver la version gratuite. On doit aller configurer le port. Donc, moi, je sais que c'est le port 5, mais si vous ne savez pas lequel que c'est, vous pouvez aller dans il faut ouvrir le gestionnaire de périphériques si vous ne savez pas à quel port correspond le câble série que vous avez installé. Donc, vous ouvrez en bas de la liste des ports, puis là, vous pouvez voir, par exemple, maintenant on voit mon PIC-Kit est sur le COM68 et le UART Serial CH340. Donc, on se rappelle, c'est le chip de communication série qui est à l'intérieur de ce boîtier-là. Bon, moi, il l'a reconnu tout ça. Je ne me souviens pas si j'avais dû l'installer ou pas. Mais dépendamment aussi, si vous changez de port, là, faites attention, si vous l'installez une fois, vous allez vous rendre compte, quand on change de port, des fois, il faut réinstaller le driver à chaque fois. Ça peut être agaçant. Mais bon, sinon, si tout est fonctionnel, tout est là. Ici, on a le port 5, puis ben, ces ports série-là, au fond, c'est la configuration que je vais mettre dans l'application qui va décider comment je suis configuré. Fait que j'ai rien à faire à part lui dire ici, les données que tu vas recevoir sont à 250 000. Là, lui, il ne l'a pas comme préconfiguration, donc je vais le mettre manuellement. Enter. Et je vais dire Open. Ici, on voit, bon, c'est drôle, il reçoit des A minuscules. Donc, puis on envoie ça à 250 K. Si j'envoie Y. OK. Donc, il était juste désynchronisé au départ. Des fois, il faut faire stop run ou le resetter. Si on retourne le grand X ici, on va essayer de voir. S'il se désynchronise encore, on va pouvoir voir comment régler ça. Donc, OK, il est revenu sur le grand X. Si je fais des resets une couple de fois, est-ce que j'arrive à le désynchroniser? Peut-être juste en le fermant pas en l'ouvrant. Ah, OK. Donc, des fois, juste ici, il faudrait, si en démarrant, vous n'avez pas les bonnes données, donc redémarrer votre plaquette, ça va envoyer les bonnes données. Donc, ça, c'est bien. Là, maintenant, je suis capable d'envoyer des données vers la console. Ma transmission marche très bien. Mais qu'en est-il de la réception? On n'a rien fait. Donc, en ce moment, je peux envoyer aussi des données ici dans l'onglet Send. Je pourrais envoyer des données vers mon application, mais en ce moment, il ne va rien recevoir parce que j'ai aucun traitement des données reçues. Puis on va le faire, ajouter les données reçues. Donc, on se souvient, il y avait aussi un bit pour nous dire au niveau du status register A qui nous disait j'ai des données de disponibles. Donc, on va attendre que ce bit-là devienne à 1, puis quand ça va être le cas, on va recevoir la donnée, puis une fois qu'on a reçu la donnée, ce qu'on pourrait faire, bon, on pourrait l'envoyer sur notre afficheur LCD. On a déjà un afficheur, donc ça va nous servir de console. D'un côté, on envoie, puis de l'autre côté, on reçoit. Bon, pour ajouter le LCD, rien de plus simple. On va copier les fichiers dans un ancien projet. Donc, ici, j'ai ajouté mes deux fichiers. On va juste vérifier que ça fonctionne sans aller trop loin. Donc, on va se faire inclure les LCD ici.
Oups. Quand c'est dans le même répertoire, on prend les guillemets, donc lcd.h. Sinon, il va chercher dans les librairies de base. Nous, on veut notre LCD à nous. On va faire lcd init. Puis on va faire afficher juste un petit lcd potest, juste pour voir si ça fonctionne. Ce qu'on vient de faire. On va être convaincu, on va pouvoir l'utiliser. Bon, excellent. Notre afficheur LCD fonctionne bien. Donc maintenant, on peut enlever ça. On va juste insérer on va s'ajouter la fonction de délai ici pour être paresseux, mais pour avoir un exemple rapide, ça va nous permettre de ralentir un peu le système pour pas qu'il aille trop vite. Et juste au cas où, ça devrait être déjà défini de toute façon ici. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'ajouter un petit délai. 100 millisecondes. Au niveau de la réception, tout ce qu'on va faire, c'est quand on reçoit une donnée, on va aller l'afficher. Donc, si on va aller tester notre bit de réception. Donc ici, on le voit, là, Receive Complete. Donc, c'est le bit qu'on veut tester. Donc, si ce bit-là est activé, on va vouloir aller l'afficher sur l'écran LCD. Donc, dans ce cas-là, on va faire un LCD put C du caractère reçu. DR1. Pas plus compliqué que ça. Ce qu'on pourrait faire éventuellement, on va l'écrire là. Éventuellement, ce qu'on risque d'avoir, par exemple, c'est qu'on va déborder de notre afficheur. Puis le fait d'aller le lire pour l'envoyer à l'intérieur d'une fonction, c'est l'équivalent de le mettre dans une variable puis de l'envoyer. Donc, ça va vider systématiquement nos données reçues. Donc, ici, je vais faire afficher notre juste l'écran LCD parce que le reste n'est pas nécessairement tout pertinent ce qu'il y a autour. Puis, ce que je vais faire, je vais envoyer le chiffre 1, donc on l'envoie en ASCII. Il est reçu, il est affiché. Qu'est-ce qui arrive si on envoie une séquence 1, 2, 3, 4 en ASCII? Oh, on a perdu une information. Ça, c'est intéressant tout le temps de faire ce genre de test-là. Naturellement, si j'avais juste envoyé des 1, ça serait difficile de le savoir. Ici, on va faire un test, donc on va juste redémarrer. On va essayer d'envoyer la séquence 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On envoie ça en ASCII. Oh, on a reçu seulement que 0,9. Donc ici, un des problèmes qu'on voit, c'est qu'on envoie les données beaucoup plus rapidement que ce qu'on est capable d'afficher. Naturellement, ça, c'est à cause de notre délai. On va retirer le délai, puis on va voir nos performances vont s'améliorer. Mais est-ce qu'on va toutes les recevoir en enlevant le délai? On recompile ça. On va rouvrir la console. Seulement là, on se met à afficher beaucoup plus rapidement. On regarde, on envoie ça en ASCII. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il faut faire attention là, au niveau de la réception. On va voir dans une prochaine vidéo comment gérer justement des fils de réception là, pour se faire des tampons de réception, pour recevoir les données en interruption, puis les traiter par après pour éviter justement qu'au moment où on va vérifier est-ce que la donnée est reçue, puis que la donnée, ben oui, il y en a une de reçue, mais il y a 4-5 qu'on a manqué entre-temps. Donc, pour éviter de manquer des données. On va voir des mécanismes pour faire en sorte que, par exemple, on va revenir avec éventuellement le cause qu'on avait notre 100 millisecondes dans le main, mais qu'on va quand même être capable de tout afficher les données sans en perdre une seule. Alors, en conclusion, on a fait le tour de la problématique du lien parallèle, on a vu la solution série, on a discuté des liaisons série communes, même si nous, on n'en étudie qu'une seule cette fois-ci. On a vu le UART un peu plus en détail, le USART en particulier du ATmega 32U4. On a fait l'activité où on a fait une première transmission, même une réception. La prochaine présentation, on va couvrir les interruptions, donc la transmission et réception par interruption.
Puis en plus, on va ajouter des fils circulaires là, pour être capable d'éviter d'avoir le comportement qu'on avait tantôt là, où on perdait des données parce qu'on n'était pas prêt à les recevoir ou on ne les traitait pas au moment qui étaient reçus. À bientôt dans une prochaine vidéo.